On est ici. Hein. Donc, au départ, c'était une colonie allemande. Enfin, ça a été colonisé par les Allemands. Au départ, c'était un territoire dans lequel les populations africaines étaient, étaient inscrites dans des réseaux commerciaux. Donc, quand les Allemands arrivent, ils vont écraser la résistance africaine. Et une résistance africaine qui va être symbolisée par plusieurs figures, dont l'une que vous devez vraiment connaître, qui est ce qu'on appelle la guerre Maji-Maji. M-A-J-I, M-A-J. Maji, qui soit dit, ça veut dire eau. Et en fait, en 1905, il y a donc un résistant africain qui s'appelle Kinwetebe, qui va mobiliser ces troupes en leur disant, voilà, moi je possède une eau magique qui, quand vous la mettez sur votre corps, les balles des Allemands se transforment en eau. Et donc, ça va être le soulèvement Maji-Maji qui va être férocement réprimé par les Allemands en l'espace de 2 ans, plusieurs centaines de milliers de victimes. Et ça va être l'un des moments fondateurs du nationalisme africain. Donc les Allemands colonisent le Tanganyika en 1905, sauf qu'après la Première Guerre mondiale, les Allemands perdent leur colonie. Donc le Tanganyika va être un mandat britannique, géré par les Britanniques. Et durant cette période, entre 1918 et 1961, apparaît Julius Nyerere, qui est un militant, qui est un instituteur à la base, un professeur, qui va créer le mouvement d'indépendance au niveau du Tanganyika. Et quand le Tanganyika devient indépendant en 1961, Nyerere explique qu'il est prêt à retarder l'indépendance de son pays pour que le Tanganyika soit indépendant en même temps que le Kenya et l'Ouganda, qui sont les pays voisins, pour que les 3 pays fassent un seul et même pays. Sauf que ça n'a pas été possible, et donc chacun des pays a pris son indépendance séparément. Julius Nyerere va mener le processus d'unification entre Tanganyika et Zanzibar, qui va donner naissance, en avril 1964, à la République unie de Tanzanie. Donc la Tanzanie, en fait, c'est comme ça qu'elle est née. C'est le nom de 2 territoires, Tanganyika et Zanzibar, qui se sont mis ensemble de manière souveraine et indépendante. Donc, quand la Tanzanie est créée, Julius Nyerere est quelqu'un qui va se radicaliser. Et en 1965, il va protester contre le fait que les Blancs, au niveau de la Rhodésie du Sud, avaient proclamé leur indépendance de manière unilatérale. La Rhodésie du Sud, c'est le Zimbabwe, c'est le pays de Robert Mugabe, c'est le pays de Cecil Rhodes. Et donc les Blancs, avec un monsieur qui s'appelle Ian Smith, proclament leur indépendance, mais juste l'indépendance pour nous les Blancs. Et donc Nyerere s'insurge et il menace de rompre les relations diplomatiques avec l'Angleterre. Pareil, il accepte au niveau de Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, une ambassade d'Allemagne de l'Est. Et donc là, les Allemands de l'Ouest disent, si vous acceptez une ambassade des Allemands de l'Est chez vous, nous allons être fâchés. Et donc Nyerere dit, il est hors de question que j'accepte votre chantage. Et donc pareil, rupture des relations diplomatiques et avec l'Angleterre et avec l'Allemagne. Et à ce moment-là, on est en 64-65, c'est le moment où la Chine, qui à l'époque est un pays qui n'est pas plus développé que la Côte d'Ivoire, mais c'est le moment où la Chine a fait exploser sa bombe atomique. Et la Chine, bien que très pauvre, lorsqu'elle fait exploser sa bombe atomique, elle devient une puissance mondiale. Et nous avons énormément de bras. Et donc il faut mettre le peuple au travail en se fondant non pas sur l'industrialisation, mais sur l'agriculture. Puisque si vous partez d'un développement fondé sur l'industrie et que vous n'avez pas d'agriculture, vous ne pourrez jamais découvrir. Donc il faut mettre la population au travail en l'organisant de manière scientifique sur la question agricole. Donc l'Ujamaa va partir du principe qu'il faut organiser l'économie de manière coopérative pour faire en sorte qu'on ait des unités villageoises, des unités agricoles qui permettent aux populations d'acquérir ce qu'il appelle l'autosuffisance. Donc l'Ujamaa, c'est un mot qui veut dire famille, communauté. C'est l'idée qu'on ne se développe pas avec de l'argent venu d'ailleurs, mais on se développe en
réalisant l'autosuffisance qui nous permet de subvenir à nos propres besoins par nous-mêmes et, in fine, de produire effectivement des excédents qui peuvent être monétisés et qui peuvent rapporter de l'argent, dans le sens où l'argent n'est pas le point de départ du développement, mais le résultat du développement. Donc c'est vraiment une philosophie qui est extrêmement intéressante et qui malheureusement ne va pas fonctionner pour diverses raisons. Et l'une des raisons pour lesquelles ça ne va pas fondamentalement fonctionner, c'est que les autres pays autour de la Tanzanie n'ont pas adhéré à ce type de politique économique. Et donc quand vous avez une politique qui est de cette nature, que votre voisin fait exactement le contraire, c'est très compliqué d'y arriver. De faire réagir, est-ce que ça renvoie à quelque chose? C'est un écrivain, oui. Il a écrit des livres, effectivement. C'est aussi un psychiatre qui, en fait, quand il était jeune, quand il avait 18 ans, en Martinique, il s'est engagé pour libérer la France. Et la manière dont cette aliénation se traduit dans nos comportements, dans nos choix, dans nos goûts, jusque dans nos choix de partenaires sexuels, partenaires amoureux, etc. Et donc ça va être l'un des éléments au centre de son ouvrage Peau noire, masque blanc. Donc ça, c'est vraiment le premier livre qu'il écrit, qui est publié, Peau noire, masque blanc, où il étudie vraiment les relations raciales à une époque où le racisme en France était vraiment développé, y compris dans le combat entre guillemets contre le métissage. Ce qui est assez particulier parce qu'il y a un courant qui promeut le métissage, mais il y en a en même temps un autre qui l'interdit. Donc Fanon s'intéresse vraiment à ces contradictions-là. Et après avoir fait sa thèse, après avoir fait ce travail-là, il part en Algérie. Et c'est l'époque où il y a la guerre d'Algérie. Et donc il va faire des travaux dans le contexte de la guerre d'Algérie qui font qu'il va prendre position avec les indépendantistes algériens. Et donc il va participer à des congrès en France. Et un jour, en 1956, il va démissionner de son emploi en Algérie et s'engager dans le mouvement de libération algérien. Et donc, il n'y a pas de capitaux investis. Quelle est la problématique côté africain? Mais une des problématiques est qu'au moment de l'indépendance, apparaissent des élites africaines qu'on appelle des bourgeoisies compradores, c'est-à-dire liées au marché étranger, qui vont accumuler ou détourner de l'argent, et plutôt que d'investir cet argent sur place pour industrialiser leur pays, vont plutôt le mettre à l'extérieur. Et donc la question vraiment que pose Cheikh Anta Diop, quand il parle des problèmes de cadre et d'investissement, c'est vraiment celle des priorités. Et Diop fait partie de ces étudiants qui, dès qu'ils ont soutenu leur doctorat en France, sont repartis en Afrique en disant c'est là que nous devons travailler. À ce moment-là, et ensuite, je dirais, la postérité de son œuvre et le rôle scientifique et politique, la méthodologie qu'il apporte dans la conception de l'histoire et plus généralement du savoir et des sciences. Donc, après, il y a toute une période, des années 60 aux années 90, que je ne vais pas forcément aborder ici, dans le détail, mais je pense que j'y reviendrai probablement dans la dernière séance plus précisément. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est déjà les noms des personnages. Par rapport à ces éléments de présentation, vous voyez des solutions à votre niveau, en sachant que moi j'enseigne aussi à l'école politique africaine, qui est une école pour adultes. Et dans cette école politique africaine, on réfléchit vraiment sur les mécanismes et les process. Et je me souviens qu'il y a 2-3 ans, on avait abordé la question du type de politique à mettre en place pour résoudre les problèmes. Et avec un intervenant, on en avait conclu que l'enjeu prioritaire, c'est de régler les problèmes qui se posent aux enfants. C'est-à-dire que si on met en place un projet politique qui résout tous les problèmes qui se posent aux enfants, en fait, on résout tous les problèmes d'une société. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment conçu il y a 3-4 ans.
Et là, il y a quelques jours, j'écoutais une interview du monsieur qui en France est considéré comme celui qui décide de qui sera président. C'est un monsieur qui s'appelle Jacques Attali. Et de manière très intéressante, par rapport aux gens qui l'interviewaient, il disait précisément aujourd'hui l'enjeu de la politique, c'est l'éducation, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'il faut une politique qui règle les problèmes des enfants et à partir de là, vous réglez tous les problèmes de la société. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'en réalité, en tant que jeune, vous êtes vraiment une cible de tous ces débats-là et que l'enjeu c'est vraiment de savoir qu'est-ce que l'on met en termes de contenu par rapport à la résolution de vos problématiques. Parce que évidemment, la lecture que fait Jacques Attali d'une politique centrée sur les enfants, sur l'éducation, n'est pas du tout la même que celle que peut faire Jules Nyerere, Frantz Fanon ou Kwame Nkrumah. Voilà. Donc, si vous avez des questions, ou si Iman, tu as des questions, des réactions, on peut prendre un peu de temps. Enfin, quand je parle des parents, des mères, des mamans, je pense qu'elle est aussi importante que celle des enfants parce que finalement, elles mettent les enfants au monde, elles les éduquent jusqu'à très, très tard, surtout dans les sociétés occidentales où elles sont souvent livrées à elles-mêmes, contrairement aux sociétés africaines. Et je pense que c'est vraiment important de les renforcer, de les éduquer à l'afrocentricité, à toutes ces valeurs africaines pour qu'elles, à leur tour, justement, puissent les transmettre aux enfants qui, eux, par la suite, vont continuer à les transmettre à leurs enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les autres. Donc, à mon avis, il y a effectivement une nécessité de former les adultes, de former les parents et aussi d'accompagner, je pense, les mécanismes de transmission entre les générations. Donc, des groupes d'activités, de partage d'expériences, des approches ludiques aussi, je pense, qui sont importantes parce qu'en réalité, les parents effectivement socialisent leurs enfants et l'un des éléments de socialisation avec les enfants, c'est des jeux de société. Aujourd'hui, c'est des jeux vidéo parce qu'ils sont toujours autour des écrans. Donc, du coup, il faut être aussi présent, je dirais, dans cet espace virtuel et peut-être aussi développer des chaînes sur les réseaux sociaux spécifiquement adressées aux parents d'enfants africains afro-descendants pour qu'ils puissent aussi mieux se positionner par rapport aux questions que peuvent leur poser leurs enfants.